passe la parole au groupe Par nous-mêmes et les filles. Là, il y a 3 prises de parole. Il n'y en a qu'une et c'est seulement par nous-mêmes. Pour nous, l'exercice du débat d'orientation budgétaire est assez difficile. Les interventions qui précèdent le montrent. On ne perçoit pas forcément de la même manière le débat de politique générale et le débat d'orientation budgétaire, et c'est intéressant du coup de les avoir les deux en même temps. Donc on se demande quel est l'objectif de ce débat. Pour nous, ce débat, c'est un débat qui doit porter sur le budget et sur l'utilisation de l'argent de la collectivité. Certes, le rapport d'orientation budgétaire n'est pas un compte administratif, mais on a besoin de chiffres et de précisions pour pouvoir travailler et comprendre quelles sont les majorités qui nous sont présentées par les priorités, qui nous sont présentées par la majorité. On remercie vraiment chaleureusement les services qui nous ont fait une réponse, même si elle était tardive, à nos questions qui, je peux le comprendre, étaient elles également tardives et qui nous ont permis d'y voir un peu plus clair sur ce qu'était que le rapport d'orientation budgétaire. Il nous manque encore quelques informations qui nous semblent importantes. La première, c'est sur le bilan Covid. C'était nécessaire, bien évidemment, d'avoir ces dépenses, d'avoir des dépenses importantes pour accompagner les Alfortvillaises et les Alfortvillais dans cette période, qu'il y ait eu des achats de masques, de gel, de gants, de protection également pour les agents et les agentes, de l'accompagnement pour les commerçants et les commerçantes, c'était essentiel. On note dans la réponse qui nous a été donnée qu'il y a une partie qui était attribuée à la communication. Donc on aimerait savoir quelle est la répartition entre tous ces budgets, puis quel est le montant surtout pour la communication, parce que je pense que c'est une période où on a énormément communiqué, il y a eu énormément de communication gouvernementale, et est-ce qu'un énième tract dans la boîte aux lettres, une énième vidéo sur les réseaux sociaux était utile, ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être renforcer la brigade Covid par exemple qui a été créée, ou créer un poste pour faire renforcer la permanence téléphonique par exemple. Sur la vie éducative, là aussi, on a eu des réponses pas suffisamment précises sur les dépenses et les pertes de recettes. On nous a dit que la période de confinement sans activité périscolaire, les classes transplantées ou des séjours annulés avaient pu causer cela. Là aussi, on aurait aimé avoir un détail un peu plus précis. Concernant le personnel, les réponses qui nous ont été apportées ont été très précises pour le coup et on vous en remercie. Il nous a été répondu que tous les ans, la ville fait le point sur les agents contractuels, sur emploi permanent et propose d'en stagiairiser un certain nombre et que le but est de résorber l'emploi précaire, que la ville va également travailler sur la CDIsation de certains contractuels qui ne peuvent pas être stagiairisés, notamment sur les catégories A et B. Nous sommes tout à fait favorables à cette politique et on l'encourage. On souhaiterait avoir des chiffres et des données un petit peu plus précises sur ce dispositif et on sera vigilant tout au long du mandat pour valoriser l'emploi et la fonction publique. Il y a beaucoup de postes, ça a été déjà dit précédemment, qui sont non pourvus. Il y aurait une utilité de recruter, notamment pour renforcer par exemple le service vie associative et accompagner au mieux nos associations, notamment dans le travail qui va être mis en place avec des critères plus pointus, ou encore le CCAS qui, j'en suis sûre, aura toujours besoin de bras et de mains supplémentaires pour accompagner les bénéficiaires. Plusieurs priorités ont été abordées, que ce soit au départ dans le débat de politique générale ou dans la présentation. On est bien conscient qu'il faut un équilibre entre les entrées d'argent et les sorties, que la suppression de la taxe d'habitation va être un gros coup sur la municipalité et que le gouvernement ne va pas suivre et que les dotations de l'État ne seront certainement pas suffisantes pour pallier à ça et que du coup on aura des choix assez importants à faire. Ces choix-là, on est assez surpris que par exemple
la sécurité soit mise en avant avec, vous avez parlé de 600 000 euros supplémentaires pour des caméras. On demande quelle est l'utilité des caméras qui sont déjà en place. Est-ce qu'elles ont prouvé leur utilité? Il y a de nombreuses études qui montrent que ça ne change pas grand-chose en fait d'avoir des caméras, que par contre avoir des agents sur place, ça peut être plus efficace. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre en place des brigades de modérateurs, de médiateurs et médiatrices qui pourraient aller auprès des habitantes et des habitants pour éviter les incivilités, plutôt que de faire appel à une police municipale armée, d'autant plus, ce qui me paraît très problématique, mais on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler. Ces 600 000 euros, est-ce qu'ils ne pourraient pas être utilisés à autre chose? On a parlé de l'importance d'avoir des crèches municipales et d'ouvrir des places municipales. 600 000 euros, je pense que ça fait un bon nombre de places en crèche déjà. Les priorités budgétaires qui ont été ciblées par nous-mêmes, on s'est d'abord attaché à reprendre ce qu'il y avait dans le pacte pour la transition, même si certaines sont déjà dans votre programme ou apparemment déjà mises en place. On a ciblé quelques-unes qui sont facilement mises en place, qui peuvent facilement être mises en place et qui ne le sont pas. Le respect des trames bleues, vertes, brunes et noires, qui est la mesure 8. J'en profite pour dire tout mon soutien à nouveau à Yael sur son témoignage, parce qu'on avait une proposition, c'est l'installation d'éclairage dynamique pour respecter les trames noires. Pourquoi d'éclairage dynamique? Parce que justement, on ne veut pas que les personnes qui se promènent ou qui doivent marcher dans la rue le soir se retrouvent sans lumière. Pour autant, l'éclairage public, c'est une pollution. Et donc, pour protéger les femmes en particulier et la nature, et on propose cet éclairage dynamique. Il y a également la possibilité de revoir les constructions en fonction des trames brunes et vertes, et là aussi il y a un gros travail à faire sur le PLU et on est très content qu'il puisse être réouvert et qu'on puisse et on souhaitera y participer vraiment. Ensuite, ça a été abordé à plusieurs reprises, mais il y a le soutien aux rénovations à haute efficacité avec des chèques énergie ou des accompagnements. On avait une question, la greenhouse, effectivement, n'a pas pu fonctionner cette année, mais quel est son bilan, quelle est son utilité? C'est un lieu qui devait faire office de service d'information et d'accompagnement des ménages et des professionnels à la rénovation énergétique. Quel est son cahier des charges? Est-ce qu'elle coûte pas plus que ce qu'elle devait servir? Je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça a été encore abordé, mais il est nécessaire de faire un grand plan de rénovation des logements sociaux et notamment de faire un travail sur la question du chauffage, parce qu'on a eu quand même de nombreux témoignages sur le fait que des logements logés n'avaient pas de chauffage alors qu'il fait quand même très très froid. Ensuite, de donner la priorité aux mobilités actives, que ce soit la marche et le vélo dans l'espace public, c'est la mesure 15 du plan de transition. Plusieurs propositions assez simples à mettre en place et pas très coûteuses, mais qui peuvent se faire rapidement. Par exemple, passer l'ensemble de la ville à 30 km/h ou développer les pistes cyclables et les zones piétonnes. On est tout à fait favorable au fait que la ville passe petit à petit en zone complètement payante, zone de stationnement payante, mais on pense qu'il faut aller encore plus loin et faire le choix politique de supprimer des places de stationnement pour laisser la place aux piétons et aux vélos. Sur les autres priorités, il y a bien sûr la lutte contre la précarité. Armel Nami l'a dit dans le débat de politique générale, mais on souhaiterait que les subventions pour les associations qui font de l'aide alimentaire puissent être augmentées, avec bien sûr des critères complètement transparents pour les subventions 2021. Qu'on travaille sur la mise en place d'un minimum social garanti, parce qu'on est aussi d'accord, donner à manger, c'est une mesure d'urgence et qu'il vaut mieux aider financièrement. Et ensuite, qu'on puisse également travailler sur l'abaissement du quotient familial à la cantine. Sur les questions d'éducation, une embauche massive d'ATSEM est nécessaire, tout comme le renforcement de l'accompagnement périscolaire. Les enfants ils souffrent énormément de la période qui s'annonce et donc ils auront besoin d'accompagnement au jour le jour et je pense que ça doit être une priorité. Pour finir, je pense qu'il y a
effectivement un gros travail à faire de visibilité sur quel est ce choix justement d'équilibre entre le fonctionnement, l'investissement, les entrées et les sorties d'argent. Et pour ça, il faut qu'il y ait une vraie transparence là aussi et surtout une vraie concertation avec les habitantes et les habitants. Certains choix sont peut-être pas prioritaires pour les habitantes et les habitants alors qu'ils ont été présentés ici. Et je pense qu'il y a un vrai travail de, pour le coup, démocratie à faire sur cette question. Je vous remercie toutes et tous. Avant de passer au vote, en 2 phrases, parce que je vous vois transi. La crise sanitaire qui a commencé en 2020, qui va se poursuivre en 2021, et la crise économique et sociale dans laquelle nous allons entrer, nous y sommes déjà pour une partie de la population, dans laquelle nous serons très lourdement impactés dans quelques mois. Parce que tout cela avance à bas bruit, il n'y a pas que le virus qui avance à bas bruit. La casse sociale va avancer à bas bruit, elle est déjà en train d'avancer à bas bruit. Cela va nous obliger, nous la majorité, à revoir le projet municipal pour lequel nous nous sommes engagés, notamment sur des équipements, parce qu'il va falloir que nous concentrions notre budget sur la priorité qu'est la santé, on s'en rend bien compte, sur la priorité que sont nos services publics de qualité, nos associations qui rendent un service que nos services publics ne peuvent pas rendre, parce qu'elles ont des cœurs de métier qui ne sont pas parfois celui des services municipaux, nous sommes complémentaires. Et tout cela, nous devrons le mettre en place aussi pour, ça a été rappelé, le cadre de vie, l'environnement, les seniors, le handicap, l'enfance. Mais ça a été aussi rappelé par beaucoup d'entre vous, on a bien vu dans le PowerPoint proposé par le directeur général adjoint, M. Hochkorn, nous n'avons plus de recettes. Et moi, je suis très étonné, à chaque sondage, et le prochain, je l'ai dit, sera rendu public, évidemment. C'est très dur parce que nous mettons toutes les politiques publiques et les Alfortvillais, sur toutes les politiques publiques, sont à presque 75%, 80%, 90% en disant c'est prioritaire, c'est prioritaire, c'est prioritaire. Sur 20 items, tout est prioritaire. Et en même temps, cette exigence qu'ils ont vis-à-vis de nous tous, ils ont aussi une compréhension que l'argent ne tombe pas de nulle part. Et je suis très étonné, et on pourra avoir ce débat dans quelques semaines, de l'acceptation d'une grande majorité de notre population qui est prête à voir l'impôt un petit peu augmenter, alors que nous ne l'avons pas fait depuis 7 ans maintenant, pour maintenir un haut niveau de service public. Je ne sais pas si c'est ce que nous ferons, mais à un moment donné, il faudra qu'on ait un débat ensemble, au-delà d'un débat d'orientation budgétaire, et nous l'aurons sereinement et sainement. En tous les cas, moi j'ai toujours voulu ne pas augmenter les impôts, nous l'avons écrit dans le programme. Aujourd'hui il y a des réalités liées à la crise pandémique, sociale et économique. On va avoir besoin de nous. On va avoir besoin des 43 élus que nous sommes dans cette salle pour accompagner nos habitants. Donc il va falloir faire des choix de réduire la voilure, comme on dit communément, par rapport au programme énoncé municipal pour lequel nous avons été encore une fois choisis dès le premier tour, et pour jauger au plus près, parce que je suis très alerte sur le pouvoir d'achat, si on devait faire quelque chose sur le levier fiscal, ce sera one shot, c'est-à-dire une fois dans le mandat. Je ne dis pas qu'on le fera, on débat ensemble. Mais en tous les cas, moi je ne souhaite pas augmenter le stationnement payant, qui est déjà le moins cher d'Île-de-France, 8 € par mois. Moi je ne souhaite pas augmenter le tarif du périscolaire ou les cantines, ce que nous avons fait dans le précédent mandat, mais ça faisait 10 ans qu'on n'y avait pas touché. Moi je ne souhaite pas augmenter les loyers, je l'ai dit, et je souhaite accompagner le pouvoir d'achat. Mais il faut qu'on soit tous en responsabilité. Donc ce débat, nous l'aurons. J'ai entendu ce que vous avez dit sur la sécurité, et ce débat, on l'a même dans la majorité. Les 600 000 €, ce sont des coûts partis, c'est la programmation des 62 caméras. Par rapport à réduire la voilure, cela, je crois, satisfera aussi certains de mes collègues de la majorité. Je pense que nous avons d'autres priorités que de développer un processus de plus de caméras encore que celles que nous avions programmées.
Je pense que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, plus de priorité que d'aller vers ce cap que j'avais annoncé de au moins 30 policiers municipaux. On complétera avec les ASVP. Parce qu'on doit répondre à la crise pandémique, économique et sociale. Après, on m'a aussi sollicité sur des questions plus sensibles, mais maîtriser notre budget, maîtriser le pouvoir d'achat et accompagner le pouvoir d'achat des Alfortvillais, réduire notre taux d'endettement et la dépense publique doit être maîtrisée en ce sens, et on le fait bien aujourd'hui. Il faut continuer. Sur la communication liée à la Covid, j'ai envoyé un petit SMS à ma DIRCOM, il n'y a pas de secret là non plus. La communication liée à la Covid, elle me dit, c'est une fourchette, elle me dit, mais je n'ai pas les dossiers entre 10 000 et 15 000 euros pour toute l'année dernière, liée à la Covid. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus de moment pour se rencontrer dans les manifestations associatives, dans les événements, les inaugurations, les manifestations de nos associations. Il n'y a plus de lien social. Si en plus la ville ne communique plus du tout, mais c'est la désespérance totale. Et je n'imagine pas que cette question était posée parce qu'on imaginait que c'était une communication à caractère prosélytique. Je ne le souhaite pas. Pas dans ce qu'on a vécu tous ensemble l'année dernière. Sur les 1607 heures, chers collègues, c'est aujourd'hui la loi, c'est une obligation. Moi, j'ai écrit au préfet, on aurait dû en parler là, en mars. Il va nous donner, j'espère, une dérogation pour juin. On discute avec les représentants du personnel. Les 1607 heures vont être mis en œuvre. J'ai demandé à la direction générale de sonder l'ensemble du personnel sur différentes propositions. Est-ce que vous acceptez ce que la loi nous oblige de vous imposer 25 jours de congé par an et vous gardez vos 35 heures? Ou est-ce que vous acceptez de travailler un peu plus, c'est-à-dire une demi-heure par jour, 2h30 par semaine, pour garder vos 38 jours de congé? Et cette loi que je n'ai pas votée là encore, la loi du SOPT à l'Assemblée, c'est une loi cynique qui ne fait que casser les 35 heures pour obliger le personnel à choisir, et c'est ce qu'il est en train de choisir, à plus de 70% de taux de participation, 37 heures et demie par semaine. C'est délirant. Ça marche. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je suis prêt de discuter de tout sur le budget. Vous aurez tous les documents. Mais je vous demande aussi, c'est pas être maître d'école en disant ça. Et c'est normal, il y a des collègues qui sont là depuis 1 an dans la ville, 2 ans, 10 ans, 12 ans, qui connaissent évidemment moins bien, c'est normal, la ville que moi, qui ai toujours vécu là depuis 50 ans. Donc appropriez-vous la collectivité. Découvrez les parcs d'activités comme celui de Val-de-Seine. Sachez ce qui existe dans la commune, si vous voulez bien comprendre les budgets qu'on vous propose. Sinon, on sera toujours dans un hiatus. Chers collègues, je vais maintenant mettre aux voix ce rapport d'orientation budgétaire. Qui vote pour? Contre? Abstention? D'accord. Monsieur Tronche, vous avez voté pour? D'accord, merci.